Hello everybody, bienvenue sur Med Learning. Aujourd'hui nous allons parler de la signalisation cellulaire. Et avant de continuer, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je tiens à rappeler que les vidéos se suivent donc. Juste avant la signalisation, nous avons vu la généralité sur les glandes endocrines. Et donc cette fois-ci, nous allons parler de la signalisation cellulaire. Alors, c'est quoi la signalisation cellulaire? En fait, la signalisation cellulaire, c'est une interaction entre l'hormone et son récepteur. Couplé à cela, nous avons leur mode d'action et la régulation de cette interaction entre l'hormone et son récepteur. En fait, c'est un peu ça le cercle de la signalisation cellulaire. Donc nous allons passer à la régulation, nous allons parler brièvement de ça. La régulation de cette interaction, elle est assurée par deux systèmes en fait, et nous avons premièrement le système nerveux. Ici l'information est sous forme électrique, mais la transmission de cellule à cellule est de nature chimique. Nous avons également le système endocrinien, pour dire hormonal bien sûr. Ici, l'action se fait par des hormones. Donc, ce sont ces deux systèmes qui régulent donc la signalisation cellulaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de leur mode d'action. Le mode d'action, des messagers, en fait, est assuré par, se fait par la liaison du premier messager au ligand à un récepteur de nature protéique. Ensuite, nous avons l'activation du récepteur et il s'en suivra donc la transduction du signal avec éventuellement génération d'un second messager. Et pour terminer, nous aurons une action sur les effecteurs cellulaires qui vont induire l'effet biologique attendu. Donc, sous forme illustrée, nous avons le messager ou le ligand qui vient se fixer sur le récepteur qui va l'activer, et ensuite il y aura transduction avec éventuellement génération d'un second messager qui va aller agir sur l'effecteur, et cet effecteur va induire l'effet biologique attendu. Voilà. Et donc nous allons parler donc des récepteurs. Les récepteurs, nous avons deux types de récepteurs. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Donc, nous avons les récepteurs de type membranaire et les récepteurs intracellulaires. Et j'avais expliqué cela dans la vidéo précédente. Donc la différence entre les récepteurs membranaires et intracellulaires, et je vous recommanderais de bien vouloir suivre la vidéo passée. Voilà, donc les récepteurs membranaires, nous avons leur action, c'est juste une activation du flux ionique et nous aurons la génération des seconds messagers. Par contre, les récepteurs intracellulaires, ici nous avons une modification de l'expression des gènes. Donc nous avons l'hormone entre directement dans la cellule et va induire donc une modification de l'expression des gènes. Voilà. Maintenant parlons des récepteurs membranaires. Les récepteurs membranaires, nous avons trois types. Nous avons les récepteurs avec une activité catalytique, les récepteurs couplés à une protéine G et les récepteurs cano-ioniques. Les récepteurs avec une activité catalytique, nous avons 5 types. Nous avons le récepteur à activité tyrosine kinase, ensuite le récepteur activant une tyrosine kinase cytoplasmique, le récepteur à activité sérine thréonine kinase, le récepteur à activité tyrosine phosphatase, le récepteur à activité guanylate cyclase. Et donc nous avons comme mnémothèque tu tisses, tu gagnes. Le premier T de tu pour tyrosine kinase, ensuite le T pour tyrosine kinase cytoplasmique,
nous avons le S de TIS, qui est sérine thréonine kinase, le TU, qui vient juste avant GAN, c'est pour la tyrosine phosphatase, et GAN pour guanylate cyclase. Donc, j'ai pris les premières lettres pour former ce mnémotechne. Donc, tu TIS, tu GAN. Voilà, le récepteur activité tyrosine kinase, il y en a deux types. Nous avons le récepteur de l'insuline et de l'IGF-1 qui est un hétérotétramère qui a deux chaînes extramembranaires et deux chaînes transmembranaires. Donc ça fait un hétérotétramère. Ensuite, nous avons le récepteur de l'EGF-1, l'épidermal growth factor. Voilà, qui est totalement différente donc du récepteur de l'insuline et de l'IGF-1. Ensuite, nous avons le récepteur activant une tyrosine kinase, qui est le récepteur de la GH, de la prolactine et de l'érythropoïétine. Le récepteur activité sérine thréonine kinase, qui est le récepteur de la TGF-bêta, de l'hormone antimullérienne, de l'inhibine et de l'activine. Ensuite, nous avons le récepteur activité tyrosine phosphatase, qui est le récepteur de lymphocytes T et B. Nous avons le récepteur à activité guanylate cyclase, qui est le récepteur de l'ANF, c'est-à-dire le facteur artériel natriurétique. Ensuite, nous avons le récepteur couplé à une protéine G. C'est une superfamille de récepteurs avec une longue chaîne protéique de 7 segments transmembranaires. Il est constitué de 3 sous-unités. Nous avons la sous-unité alpha, bêta et gamma. Donc le mécanisme de la protéine G, c'est au repos, c'est-à-dire en absence d'hormones, les 3 sous-unités sont associées et la sous-unité alpha est liée à une molécule de GDP. La liaison, après la liaison du ligand au récepteur, c'est-à-dire lorsque l'hormone vient se fixer au récepteur, nous aurons un changement de conformation avec une séparation de la sous-unité alpha des deux autres sous-unités. Nous aurons après ça un remplacement par la GTP de la GDP alpha. Donc, ensuite, nous aurons une activation d'un effecteur par le complexe GTP alpha. Ce complexe va aller activer un effecteur. Et nous aurons une hydrolyse en fin de cette phase, une hydrolyse après action sur l'effecteur. Nous aurons une hydrolyse de la GTP en GDP et une recombinaison donc du complexe alpha GTP à la sous-unité bêta et gamma. Et donc, on aura un arrêt de l'activation de la protéine. Pour illustrer cela, donc, nous avons en absence d'hormones, la sous-unité alpha bêta étant réunie et la sous-unité alpha reliée à la GDP. Et donc, en présence d'hormones maintenant, le complexe GDP alpha va s'éloigner des deux autres unités et nous aurons une phosphorylation de la GTP en ATP. Et nous aurons une transformation donc de ce complexe là en GTP alpha. La GTP alpha va donc, ce complexe va aller agir ou bien activer un effecteur que nous allons citer tout à l'heure. Après activation, nous aurons une hydrolyse donc de la GTP et la recombinaison, la reformation donc de la GTP alpha, la GDP pardon alpha. Et le complexe GDP alpha va se recombiner alors aux deux autres sous-unités et nous aurons la protéine G de départ. Voilà. Maintenant, parlons des effecteurs. Nous avons les principaux effecteurs couplés à un récepteur par les protéines G. Nous avons l'adénylate cyclase ou l'adénylyl cyclase en abrégé AC. Nous avons la phospholipase C en abrégé IPC. La phosphodiesterase pour le GMPC et pour terminer les canaux ioniques. Donc il y en a 4. L'adénylate cyclase, l'AC je veux dire, va transformer l'ATP en AMPC. Et l'AMPC va aller stimuler une protéine kinase A, la protéine kinase A, la PKA. La phospholipase C va venir transformer la PIP2
La PIP2 pour dire la phosphatidylinositol 4,5-biphosphate. Ne vous inquiétez pas, je vous écrirai le nom dans la description. Donc, la PIP2, c'est la phosphatidylinositol 4,5-biphosphate. En deux secondes messagers, nous aurons l'IP3 et le diacylglycérol. Voilà. Donc, nous aurons la formation de 2 secondes messagers sous l'effet de la phospholipase C. L'IP3, c'est quoi? L'IP3, c'est l'inositol 1,4,5-triphosphate. Donc ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, je vais vous donner les noms donc de cette abréviation dans la description, bon, de façon détaillée. Ensuite, le diacylglycérol, disons, va attirer une protéine kinasée, ne va pas aller, mais va attirer une protéine kinasée pour l'activer. Voilà. La phosphodiestérase pour le GMPC hydrolyse le GMPC en 5 GMPC inactifs. Donc, il rend juste le GMPC inactif. Les canaux ioniques, ce sont des récepteurs muscariniques M2 dans les cellules myocardiques. Donc, les canaux ioniques, ce sont des récepteurs muscariniques, en fait, M2 dans les cellules myocardiques, couplés à un canal K+. Ensuite, nous avons les récepteurs intracellulaires. Nous avons le récepteur, bon, il faut d'abord savoir que ce sont des récepteurs pour les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes, plus la vitamine D, comme nous avons décrit dans la vidéo précédente. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que je vous dise ça. À chaque étape que nous allons évoluer, n'hésitez pas de suivre les vidéos précédentes. Et au fur et à mesure de notre évolution, vous verrez que ça vous aidera à mieux comprendre les vidéos qui vont suivre. Voilà. Et donc, le récepteur. Les récepteurs, nous avons le récepteur de type 1 et le récepteur de type 2. Il faut savoir qu'il y en a deux types également. Récepteurs cytoplasmiques. Les récepteurs cytoplasmiques, qui sont les récepteurs de l'aldostérone, de la progestérone et le cortisol. Ensuite, nous avons les récepteurs nucléaires, qui sont les récepteurs des androgènes, puis de l'œstrogène. Voilà. Donc, il faut en noter bien. Il faut savoir qu'en absence d'hormones, les récepteurs de type 1 sont liés à la protéine HSP90. Voilà, la protéine HSP90. Et lorsque nous aurons la liaison de l'hormone, nous aurons la libération de cette protéine-là, la particularité. Et la formation de dimères, voilà. Le récepteur de type 2, j'oublie, voilà. Lorsque nous aurons une libération de l'hormone, une liaison de l'hormone sur le récepteur de type 1, nous aurons une libération de la protéine HSP90. Il s'en suivra donc la formation d'un dimère qui va se lier à l'ADN. Et ce dimère là est appelé l'hormone response element, en abrégé HRE. Voilà. Et voilà le récepteur de type 2. Le récepteur de type 2, c'est le récepteur des hormones thyroïdiennes, de la vitamine D et de la vitamine A. Ce sont des récepteurs de type nucléaire. Il n'y en a pas des récepteurs cytoplasmiques pour les récepteurs de type 2. Voilà. Intracellulaires. Ce sont des récepteurs uniquement nucléaires. Donc, à noter bien, en absence d'hormones ici, il n'y a pas de HSP90 et ce récepteur est lié directement à l'hormone response element, l'HRE, mais sans effet. Lorsque nous aurons la présence donc de l'hormone, la liaison de l'hormone, nous aurons une liaison à une protéine nucléaire, donc voilà. Nous allons passer rapidement donc. Voilà. À présent, nous allons parler donc des cas particuliers de la signalisation cellulaire. Voilà. Nous avons les cas particuliers. Nous avons le monoxyde d'azote qui est un cas particulier, donc qui la synthèse se fait sous l'effet de la NO synthase. Donc l'arginine en présence d'O2 va donner la NO et la citrulline. À l'entrée donc dans les cellules, nous avons une activation de la guanylate cyclase.
de la guanylate cytosolique, pardon, de la guanylate cytosolique, et une production de la GMPC. Nous avons le second cas, le monoxyde de carbone, qui la production se fait par dégradation de l'hémoglobine sous l'effet de l'hème oxygénase, en abréviation HO. Et l'effet est semblable à ceux du monoxyde d'azote. Voilà, je vous remercie. Donc je remercie beaucoup ceux qui sont abonnés et je vous prie de bien vouloir partager également. N'hésitez pas à partager, ça aide à agrandir la communauté. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions, dans les commentaires. Je ferai de mon mieux de répondre parce que c'est une entraide en fait. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut s'améliorer. Voilà, merci. Allez, ciao.